On est parti, on met un petit overlay avec le chat. Je te laisse te présenter rapidement, Marius. Qu'est-ce que tu fais? Quel âge as-tu? Depuis combien de temps es-tu dans cet écosystème? C'est parti. Et bah, salut à tous, je m'appelle Marius, j'ai 24 ans et ça fait un peu plus de 4 ans, environ 4 ans que je suis dans l'écosystème crypto, avec des Ouais, grosses guillemets. ouais. Et, euh, voilà, je travaille principalement pour Cryptost, donc voilà, un média focus sur la crypto, et je suis si on peut dire ça, le Bitcoin maximaliste de la team et de service. D'accord. Ok. Ouais, il a changé Picsou, mais Ouais. il n'a pas fait l'erreur de mettre Picsou, il a bien mis Marius Adopt Block. Donc, tu es plutôt branché Bitcoin, ça va être le sujet principal du jour. On va bien entendu parler des autres altcoins, mais moi, j'aimerais te questionner un petit peu pour l'entrée en la matière. Ça fait 4 ans que tu es là. Généralement, le maximalisme, ça met un peu plus de temps. Toi, apparemment, tu as vu la lumière rapidement. Comment ça s'est passé? T'es rentré comment dans les cryptos et pourquoi t'es revenu aux bases? Pourquoi t'es revenu à Bitcoin? D'abord, j'ai commencé par m'intéresser au Forex, donc le marché des devises, le Foreign Exchange en anglais. Donc faire du trading, tout ce qu'il y a de plus basique. Et ensuite, je lui ai entendu parler des cryptos, de Bitcoin. C'est tout l'aspect 24 heures sur 24 en fait qui m'a d'abord attiré, le fait que ça D'accord. s'arrête jamais. Et ensuite, je me suis un peu intéressé à tout pendant le cycle 2020-2021. Et pendant le bear, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans cet écosystème. Faut que, même si c'est gratuit, enfin, faut que j'en parle autour de moi, même si je fais des cours gratuits pour des gens. Je sais pas, j'avais envie de faire la démocratisation autour de ça. Et donc, je me suis dit, il faut que je reprenne les bases. Faut que je parle de Bitcoin. Il faut que j'explique comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est notamment par là que je me suis rendu compte que Bitcoin, c'était pas juste une crypto pour faire du pump and dump, mais c'était bien plus profond que ça, notamment grâce à la chaîne Découvre Bitcoin avec Roxy, Ouais. qui font du contenu très quali. Et il y avait une vidéo principalement, je crois que ça s'appelle Pourquoi je suis 100% Bitcoin ou Bitcoin maximaliste, je sais plus c'est quoi le nom exact. Et j'arrivais pas à contredire la majorité de ces arguments. Et c'est peut-être un peu par là que je pense que j'ai commencé à devenir maxi, quoi. D'accord. Très Merci bien. à Skill pour le compliment. Et je me permets du coup, est-ce que tu as eu des mésaventures vis-à-vis des altcoins aussi qui t'ont confirmé ce biais-là? Par exemple, je sais pas, rentrer sur un mauvais timing ou des déceptions? J'ai eu de la chance j'avais un peu d'UST, mais un tout petit peu. Et je m'étais dit, ça serait bien, enfin, yield à 20% à Ouais, l'époque, avec encore? avec encore, je me dis, ah, ça peut être intéressant. Et au final, je suis sorti et ça a craché 2 mois après, un truc comme ça. Donc, j'étais loin de tout ça. Sinon, j'étais pas non plus sur FTX. Justement, je commençais à me self-custody très rapidement, mais surtout ouais, fin 2000, après le premier crash, après le China ban, j'ai commencé à prendre Ouais. un peu tout Fin en self. 2021, début 2022, tu as commencé C'est ça. à prendre la main sur tes fonds. Au D'accord. moment, ouais, la période où il y a l'adoption, où le Salvador a passé sa loi de Bitcoin monnaie légale, jusqu'au moment où, donc c'était pendant tout l'été, quoi, au moment où la loi est passée en septembre, je crois. Donc toute cette période, je me suis un peu attardé à tout ce qui est self-custody, donc j'ai évité un peu tout ce genre de choses. D'accord. Et donc, tu me dis aujourd'hui que tu bosses pour Cryptost. C'est Ouais. quoi ton rôle là-bas? Tu fais quel type de contenu exactement? Parle-nous-en. Et ben, j'ai commencé à faire de la rédaction, d'abord des articles froids. Mon premier article, je crois que c'était sur les Taproot Assets, Ok. donc faire du token fongible sur Bitcoin. Et donc j'étais déjà un peu maximaliste à l'époque, et je suis rentré déjà dans l'équipe avec cette étiquette-là. Et donc j'ai continué à faire des articles froids, et depuis presque un an, depuis décembre dernier, je fais aussi de l'actualité, donc j'écris pas mal d'articles de news. Et récemment, j'ai commencé à faire des lives sur Twitch. D'abord, c'était avec Lilian, que tu connais, je crois, Oui, oui, et bien sûr. qui a ensuite quitté l'équipe, et qu'on a fait après, qu'on maintenant on maintient avec Robin et notamment Koban de D'accord. l'équipe. Et j'ai aussi lancé mon émission de live audio en space sur Twitter, sur X, voilà, tous les mardis soirs si ça vous intéresse. Et je commence récemment à faire des vidéos sur la chaîne YouTube. J'en ai sorti une, et d'autres qui arrivent, qui sont en cours. Super. Donc, je montre rapidement ton profil, hein. AB Marius, Adopt Block, qui fait aussi du contenu pour Cryptos. Donc, Cryptos, qui est un média concurrent de Coin Academy, c'est les copains, hein. Et présent sur YouTube, du coup, avec pas mal de contenu, diverses et variés, avec des interviews de ton confrère, que je dise pas de bêtises, Crypto Coulisses. Donc, toi, c'est quand la dernière fois que tu as fait un petit contenu?
chez Riposte? C'est la vidéo qui a le plus de BTC avec l'iceberg. Donc je lance une sorte de série de vidéos qui s'appelle l'iceberg de Bitcoin, plutôt que faire une D'accord. grosse vidéo comme les formats qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Et donc là, c'est vraiment sur le classement du top 10 des personnes qui détiennent le plus de BTC. D'accord. Donc voilà. Donc par rapport à la rich list ou non? Tu vas regarder un peu plus en détail sur internet? Je l'ai pas vu, hein. Tu veux dire Les plus gros détenteurs, ouais. bah forcément, il y a des personnes dont on n'est pas au courant, donc on les a, enfin, on peut pas les mettre dans le classement. On a aussi esquivé les plateformes d'échange, même si on a inclus MongoX Ouais. juste en mention. Mais on n'a pas inclus Binance, Coinbase. Mais sinon, je crois que c'est top 10 Tether. Après, il y a le gouvernement chinois des États-Unis. Il y a 3 principaux émetteurs d'ETF. Et je sais plus trop exactement. Après, il y a Bah écoute, c'est Gavin là. Andresen. Tu dois avoir Gavin Andresen, Block One, qui est la société fondatrice de EOS. EOS. Ouais, Ouais. EOS. S'occupe de Bullish aujourd'hui, le fournisseur de liquide. C'est ça. Tout à fait. Et MicroStrategy, évidemment. Et ensuite, Satoshi Nakamoto avec un petit bonus sur le mystère de Patoshi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une sorte de légende que assez peu de personnes ont entendu parler. Ah, je connais pas du tout. Bah tiens, je veux bien que tu nous en parles rapidement. C'est quoi Patoshi? Je vais pas trop spoiler du coup la vidéo, peut-être Ok. pour faire un peu de pub, mais pour teaser un petit peu, en fait, Patoshi, c'est, tu vois, dans le million de bitcoins qu'on estime appartenir à Satoshi, en réalité, il y a potentiellement la moitié environ qui ne lui appartiendrait pas, mais qui appartiendrait à une autre personne, parce qu'on a découvert que, enfin, on s'est aperçu que il y avait 2 types de minage avec 2 schémas différents à cette époque, au moment où Satoshi D'accord. était supposé miner. Et donc, potentiellement, c'est quelqu'un d'autre dont on ne connaît pas l'identité, qui ne s'est pas manifesté. D'accord. Et du coup, j'avais une question par rapport au mining. Oui, c'est comment on est capable d'estimer que Satoshi a 1 million? C'est parce que on s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes adresses qui tapaient les blocs, mais non, parce qu'en réalité, c'est pas la même adresse de réception en Coinbase à chaque fois, non? Je crois que c'est à chaque fois des adresses différentes, ouais. Ouais. Mais c'est surtout au niveau de la période et au niveau des personnes qui se proclamaient, enfin qui avouaient être en train de miner à ce moment-là. D'accord. Parce qu'à cette époque, tout le monde en parlait un petit peu, vu que c'était très niche, hein. Personne s'imaginait que Bitcoin allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et donc tout le monde parlait un peu librement sur le forum Bitcoin Talk. Et donc je pense que c'est principalement à partir de ça, et ensuite des Ok. heuristiques basiques d'analyse de chaîne et des trucs du genre, quoi. Alors pour la culture, pour ceux qui nous écoutent, là je suis sur blockchain.com. J'ai tapé 1 pour arriver sur le bloc numéro 1 de Bitcoin qui était miné il y a déjà 15 ans, hein, 15 ans et 9 mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment les Bitcoins sont créés, il y a à chaque fois à la création d'un nouveau bloc ce qu'on appelle une transaction dite Coinbase, c'est-à-dire que le mineur qui mine le bloc indique une adresse à lui et se verse les 50 nouveaux bitcoins créés. C'est ce qu'on peut voir ici. Et vous pouvez voir que sur le bloc 1, ça commence par 12 C6D. Ok. Si je passe sur le bloc 2, on a une autre adresse. Donc déjà, Satoshi s'amusait à changer dynamiquement d'adresse, de ce que je comprends. Ouais, je pense qu'il était déjà bien au courant de la nécessité de pas reuse ces adresses pour plus de confidentialité. Donc Voilà, ouais. si vous voulez regarder. Et pendant à peu près une centaine de blocs déjà, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de transaction. La première transaction, je sais plus à quel bloc c'est, mais c'est bien plus tard. C'est quelques jours après la première vraie transaction. C'est Satoshi justement qui a envoyé des BTC à Alphine. Ouais. Je crois que c'était une transaction de 10 BTC de souvenir, enfin de mémoire. Dans quel bloc Satoshi a envoyé des BTC à Alphine? Alors n'hésitez pas à utiliser Perplexity, ça carry pas mal. Tu dois avoir la date. Bloc 170, voilà. Et c'était le 12 janvier, donc on va vérifier tout de suite. C'est ça la blockchain, hein. Voilà. On a donc la transaction Coinbase habituelle et une transaction où on voit Satoshi qui lui envoie, je crois, 10 BTC. Et c'est pour ça que vous voyez que ça part de 50. Il en envoie 10 et après il y a la rente de monnaie. Et ça, c'est le modèle UTXO pour ceux qui n'ont toujours pas compris. C'est qu'en fait, on dépense tout. Et après, en sortie, il y a une adresse qui récupère les fonds. Et il y a la rente de monnaie sur l'adresse de son choix. Et là, en l'occurrence, on a rendu la monnaie sur la même adresse. Mais on peut très bien définir une autre adresse pour la rente de monnaie pour encore améliorer la vie privée. Ouais, l'adresse, en fait, il faut l'imaginer comme un portefeuille avec des billets dedans. Et donc, dès que vous faites une transaction, vous détruisez votre billet. Et il y a 2 autres billets de chaque partie. Donc là, un de 10, un de 40, qui se créent en échange.
peut-être plus. Et d'ailleurs, pour bien modéliser dans votre tête, le billet, ça n'a pas besoin d'être un nombre rond, hein. Ça peut Ouais. être 1,593, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours une dépense et une sorte de rente de monnaie. Sur Ethereum et sur les autres blockchains, c'est pas comme ça. C'est souvent pas un modèle UTXO, c'est un modèle où en fait on réduit la balance d'un côté, on l'ajoute de l'autre, comme dans le système bancaire. Là, en l'occurrence, je pense que c'est pour éviter la double dépense en fait. Mais il y a certains projets qui restent sur un modèle UTXO, c'est le cas de Cardano et c'est le cas du Layer 2 Fuel Network dont vous allez probablement entendre parler aussi. Et d'ailleurs, c'est pas divisible à l'infini, hein, il y a quand même une limite, c'est le Satoshi pour la culture. Ouais, Donc c'est un 100 millionième de BTC. Donc il y a 100 millions de Satoshi dans un BTC. 100 millions, ouais, et pas 1 milliard, c'est important de le Ouais. préciser. Et donc, bah écoute, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, pour les occuper un petit peu, on va commencer à chier sur les altcoins. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je rigole. C'est bien parce que c'est très rare que j'ai des gens qui soient maxi chez moi. Pendant très longtemps, ça a été un choix. Pas que je les aime pas, je les aime beaucoup. Mais déjà, je voulais avoir un certain répondant, d'une certaine manière quand même, pour pouvoir défendre les deux côtés. Et puis de deux, j'aime pas la mauvaise foi aussi. Et des fois, c'est un peu trop à mon goût. Ma limite, ça va être l'ami Gilles Cadignan, parce que je sais que c'est un personnage trollesque, même si c'est pour notre bien qu'il le fait. Mais quand c'est full mauvaise foi, j'ai du mal. C'est-à-dire que j'ai pas de problème à accepter que quelqu'un soit maxi et qui conchit sur les altcoins, mais dire que tout ce qui a été créé sur le marché des altcoins, ça pue, pour moi, c'est de la mauvaise foi. La preuve en est avec Starknet, par exemple, tu vois, qui va essayer de venir scaler avec la technologie Bitcoin ou même BitVM et d'autres trucs. Il y a plein de choses qui se passent dans cet écosystème qui peut profiter à terme à Bitcoin, je pense. Ouais, d'ailleurs, je voulais déjà te remercier pour l'invitation et me donner la parole, mais aussi noter Plaisir. que tu es un des rares comment dire, non maxi qui donne la parole à des maxi. Et de ce que d'habitude sur Twitter ou sur les réseaux de manière générale, ou même au sein de certains meet-up, on se fait un peu chier dessus par les Je autres sais. et on se fait rejeter. Et bon, je vais pas citer de nom non plus, mais il y a des personnes, enfin, tu finis à te faire insulter juste parce que tu as critiqué le projet préféré d'une personne. Donc, bah, merci pour cette invitation et de participer à la promotion de contre-arguments. Ouais, Partage et en tout cas. ben, on va pouvoir attaquer sur les contre-arguments en essayant de faire preuve d'une bonne foi. Je tiens quand même à préciser quelque chose. Je maîtrise pas aussi bien Bitcoin qu'un maxi. Ça, c'est la première chose. Et je pense que Marius, c'est la même chose. Il va faire ce qu'il peut à son niveau. Mais s'il y a des petites erreurs, des trucs comme ça, bah, vous nous le direz en commentaire pour ceux qui nous écouteront sur YouTube. Mais soyez pas condescendants. Il peut nous arriver des deux côtés de moins maîtriser un sujet parce que Bitcoin, même si ça paraît simple, c'est très très vaste en réalité. Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors Ouais, déjà, moi, juste pardon. sur ça, je voulais dire, moi-même, j'étais très intéressé par Ethereum à un moment, et au fil du temps, depuis le passage notamment en Proof of Stake, donc je pense qu'on va en parler, J'allais y venir. Ouais. j'ai pas mal lâché et comment dire? Et donc il y a certaines imprécisions que j'ai parfois quand j'ai des débats et ça peut mener aussi à de la haine, des «opposants» entre guillemets. Alors, on me dit que je suis moins fort. Tu vas me dire si ça règle le problème. J'ai mis un gain automatique de ma voix. Donc t'inquiète pas, touche pas de ton côté et on verra OK. si ça se règle. C'est pas grave. Donc du coup, bah, commençons. Proof of Work versus Proof of Stake déjà. T'en penses quoi du fait qu'Ethereum soit passé en Proof of Stake? Ton avis? Je pense que c'est de la merde. Je pense Ouais, qu'on avait une bonne base avec, le Proof of Work et même si au début j'étais très optimiste, à l'idée que ça passe en Proof of Stake, parce que j'avais pas la compréhension que j'ai aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, surtout avec le recul qu'on a, c'était quoi? C'est il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, qu'on est passé, ouais, je crois que c'était en septembre c'est ça, c'est 2 ans. Mhm. et The donc Rush. on voit selon moi que ça va un peu dans le mauvais sens et que ça n'a pas l'air d'aller, dans le bon sens, de manière générale donc Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que l'avantage du Proof of Stake, c'est que ça consomme moins d'énergie. Il y avait déjà ce sujet énergétique. oui, on pourrait revenir dessus si tu veux, mais On y vient juste après. Prends note et tu vas OK. pouvoir me défoncer sur chaque sujet. Il y a le fait que le block time est plus facile à, on va dire, à estimer. Tu sais, on a fixé, avant on était aux alentours de 13 secondes les blocs. Aujourd'hui on est à 12 secondes. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus lissé. Il y a quoi d'autre? Ça peut être jugé plus inclusif par certains aussi. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité à faire partie du réseau, etc. Bon, les avis vont diverger.
et la capacité à scale aussi, potentiellement. Parce que bon, bah maintenant, on a un contre-argument, c'est Caspa. Mais avant ça, on se disait avec du Proof of Work que ça va être difficile d'avoir une finalité probabiliste et déterministe courte. Voilà. D'ailleurs, sur ce sujet de scalabilité, j'aimerais bien avoir ton avis, mais parce que pour moi, ça ne répare pas la scalabilité parce qu'on a toujours ce trilemme de la blockchain qui a été pensé par Vitalik Buterin lui-même, qui dit que enfin, il y a 3 pôles, sécurité, scalabilité et décentralisation, et que si on améliore l'un de ces pôles, on réduit l'autre, un des autres. Ouais. Et donc, là, par exemple, Caspa, qui améliore sa scalabilité grandement. Et donc, pendant un moment, il tournait à une transaction par seconde, mais je crois que dernièrement, ils ont pas mal augmenté avec une mise à jour où ça monte à 20, 30. 10 ou 100 blancs par seconde, ouais. C'est ça. Mais niveau décentralisation, en fait, c'est haché parce que il y a eu quelques modélisations, pas théorisation, mais modélisation du calcul d'augmentation de la blockchain au cours du temps. Et on parle de plusieurs terras par an. Et la seule solution qu'ils ont trouvée contre ça, c'est de faire du prunage de nodes. Et donc le prunage, ça décentralise pas, et au contraire, ça centralise parce que ça pousse les gens à faire du prunage, donc avoir un nœud léger et pas avoir un nœud complet. Et pas, ouais, alors je vais vulgariser un petit peu. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle rarement, le prunage. En gros, l'idée, c'est de dire, voilà, si vous voulez participer au réseau, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout l'historique. Donc, on a des nœuds élagués de l'historique. Et si on veut avoir un nœud complet, bah, sur ces systèmes très scalables, type Solana, Caspa, etc., il y a tellement de transactions que la taille augmente énormément et on se retrouve avec des terras et des terras de données et tout le monde ne peut pas en fait se permettre d'avoir des terras et des terras de stockage pour avoir tout l'historique de la blockchain. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu le choix sur Ethereum et sur Bitcoin de limiter l'espace par bloc pour pas que la taille elle augmente trop par rapport au marché des disques durs et du stockage en fait. Ouais, et donc ça touche aussi sur la bande passante. Donc le nombre de transactions à la seconde, tout simplement. Plus il y en a, plus c'est compliqué de bien les propager et que le réseau soit bien au courant de toutes les transactions. Donc c'est aussi pour ça que Bitcoin confirme un bloc toutes les 10 minutes. C'est pour que tout le réseau ait le temps de bien propager les transactions. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre sur ça, mais oui, mais ouais. Ah, c'était un autre sujet. Non, mais par rapport à la centralisation, en fait, ce sujet de rendre scalable une blockchain, même si Caspa est sur un modèle, un bloc DAG, donc c'est légèrement différent, mais ça reprend quand même les mêmes bases. On revient en fait au dilemme de la block size war en 2017 où il y a les big blockers contre les small blockers et il y en a qui veulent augmenter la taille de bloc, d'autres qui veulent pas, mais on est toujours au même problème, c'est la taille de la blockchain. Et si elle augmente trop vite, c'est pas bon. Pour la ça centralise le réseau. Ouais. C'est pas bon pour la décentralisation. Ouais. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Hein. Tu sais que de mon léger parcours à l'époque, parce que si tu veux, le fork Bitcoin vers Bitcoin Cash, il s'est fait en août 2017. Moi, je suis arrivé en décembre 2016. Bon. Okay. Du coup, j'étais le kikou. Il faut que Bitcoin, s'il le faut, il y a des blocs de 32 mégas pour qu'on fasse x32 sur les performances. Je comprenais pas tout le sous-jacent et j'étais pas très ouvert à l'idée des layers 2 type Lightning Network non plus, parce que pour moi, tout devait se passer sur le L1, sinon ça devenait un bordel pas possible. J'ai un peu changé d'avis depuis, même si je pense qu'on aurait pu trouver peut-être un juste milieu avec peut-être un Segwit 2X qui s'est pas fait au final. Oui, on a quand même eu une mise à jour à ce moment-là, c'était pas non plus, on changeait rien, on a eu Segwit, on a déplacé en gros les signatures des transactions en dehors du bloc, ce qui permet de mettre plus de transactions dans un bloc. Donc on a quand même une amélioration, mais la taille de la blockchain, elle, des blocs, n'a pas changé. Yes. Donc, en tout cas, des blocs legacy, ouais, on va dire. Ouais. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, si vous voulez, l'idée de Segwit, c'est de dire on a trouvé de la place ici, donc on va mettre une partie des transactions ici, dans cet espace qu'on a trouvé. Mais pour pas que les autres personnes qui faisaient tourner Bitcoin ne soient pas forcées d'adopter on va dire ce petit bricolage, eh bien ceux qui ne mettent pas à jour leurs clients vont continuer de voir la blockchain comme si il y avait des blocs de 1 méga et on ne prenait pas en compte ce bricolage. Mais ceux qui acceptent de suivre les nouvelles règles, eux, acceptent ce bricolage et voient
toutes les transactions. Donc du coup, ceux qui ont l'ancien modèle ont des blocs de 1 méga pour les transactions, et ceux qui acceptent ces nouvelles règles avec Segwit peuvent aller jusqu'à 4 mégas par bloc. C'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui de 4 mégas par bloc. Pas facile à comprendre, je le sais. Est-ce que tu vas aborder le sujet de l'énergie? Ouais, je pense que c'est important d'en parler, le sujet de l'énergie. C'est un gros sujet parce que en fait, Ethereum donc est passé en proof of stake qui a sorti cet argument de on consomme plus d'énergie donc on est mieux. On divise par 1000, ouais. Et ouais, c'est ça. Et en moyenne. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc ça a été un argument qui a été repris par pas mal de personnes, notamment le fondateur de XRP qui a financé la campagne Change the Code de Greenpeace qui vise à faire passer Bitcoin en proof of stake. Et ça, pour plein de raisons, c'est pas faisable. Enfin, ça va complètement toucher à Bitcoin et ce sera plus du tout la même chose. Et donc, pour moi, c'est pas un argument parce que la consommation énergétique de Bitcoin n'est pas un défaut, mais c'est une caractéristique. Donc, en anglais, il y a cette fameuse citation It's not a bug, it's a feature. Et donc là, c'est exactement la même chose. C'est parce qu'on consomme de l'énergie que justement Bitcoin est aussi rare et aussi pertinent à être utilisé. C'est parce que c'est vraiment une monnaie. Pour la détenir, tu sais que à la base, à l'origine, à son origine de la création des BTC que tu détiens, il y a de l'énergie qui a été dépensée. C'est-à-dire quelque chose qui s'est vraiment passé, une activité physique, quoi, matérielle qui s'est passée. Ouais. Même si c'est sur un ordinateur, ça reste quand même un travail avec une énergie qui s'est transformée. Alors que sur le proof of stake, c'est tout simplement du virtuel. Ouais, c'est du virtuel. En fait, c'est surtout je sais pas comment dire ça, mais c'est du capital en fait qui est bloqué. Et il n'y a pas de travail qui est effectué. C'est juste j'ai effectué un travail dans le passé, j'ai été rémunéré pour ça, et l'argent avec lequel j'ai été rémunéré, je vais juste le déposer et toucher un intérêt dessus. Et même pour préciser par rapport à ça, effectivement, dans le cas d'Ethereum, il y a eu un travail passé pour miner, mais pour les autres systèmes en proof of stake, il n'y a pas eu de travail passé. Le vrai travail, ça a été ceux qui ont été là les premiers, qui ont pu accumuler du jeton, et qui aujourd'hui se génèrent une rente quasiment sans rien faire, parce qu'il faut quand même avoir un serveur, le mettre à jour, etc., pour le faire fonctionner. Donc c'est vrai qu'il y a cette logique-là. Elle percute pas tout le monde, mais vous verrez que si vous parlez, je sais pas, avec des commerçants, votre boucher, votre boulangère, votre fleuriste, ce que vous voulez, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont très attachés à l'argent liquide, spécifiquement parce que c'est de l'argent qu'ils peuvent toucher, et ils ont toujours un biais un peu particulier par rapport à la monnaie électronique. Et ça, c'est quelque chose d'important pour une partie de la population aussi. Ce côté tangible, ce côté énergie. Exactement. Et notamment, j'invite tout le monde à aller regarder une des dernières vidéos de Grand Angle, qui est une rediffusion d'une conférence avec Didier Darcet et Charles Gave. Et Didier Darcet, à un moment, d'ailleurs, si vous remontez dans mes tweets, c'est quelque part, il arrive à très bien expliquer et à faire un parallèle avec l'or et Bitcoin, et notamment Ethereum et les monnaies fiduciaires. Et dire que Ethereum et les monnaies en proof of stake sont les monnaies de prince, ce qu'il appelle les monnaies de prince, qui sont un peu les monnaies, donc par exemple l'Ether, qui sont des monnaies qu'on est obligé d'utiliser pour avoir un service. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser Ethereum, ces applications, vous êtes obligé d'avoir de l'Ether. Et surtout, pour plein de raisons différentes, c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas d'énergie qui est dépensée. Alors que Bitcoin et l'or, pour que vous en ayez, pour que vous puissiez en échanger, il faut qu'à la base, il y ait quelque chose qui soit passé physiquement, qui ait transformé de l'énergie. Et donc, c'est ça aussi la beauté en fait, qui est autour de Bitcoin, c'est que la valeur de ce que tu as ne vient pas de rien. On va répondre à Ozymandias, juste je termine. Il y a aussi ce côté peut-être plus inclusif du coup du proof of work, dans le sens où, bon, même si tu as un vieux PC de merde, c'est pas idéal, tu t'y retrouves pas, ou un ASIC machin, tu as juste à te brancher au réseau n'importe où dans le monde et participer au réseau. Tu te branches à un pool et tu participes au réseau. Alors que dans un système en proof of stake, alors effectivement, il y a les DEX, il y a plein de façons détournées de choper des jetons aujourd'hui de main à main, mais tu peux pas être tout seul dans ton coin et récupérer de la monnaie. Tu es obligé de faire une transaction par une bourse centralisée ou passer par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas ce principe de mining, d'extraction de nouvelles monnaies. Et du coup, question pour toi. Excuse-moi, tu voulais en placer une. C'est juste pour Ozymandias. Je voulais peut-être, mais en fait c'est un sujet trop complexe pour revenir dessus, mais peut-être sur la consommation énergétique. Souvent on dit Bitcoin pollue trop, ça va tuer la planète. Enfin, il y a plein de médias qui rapportent ça, ce qui est totalement faux.
pour plusieurs raisons, mais notamment parce que Bitcoin en fait n'utilise pas la même énergie que nous. C'est-à-dire que c'est pas des mineurs qui sont branchés à la même prise que vous prenez. C'est une énergie qui est beaucoup moins chère. Là où en France on la paye à 16 centimes du kilowatt, les mineurs s'ils minent à 16 centimes du kilowatt, ils sont pas rentables. Et donc l'énergie qu'ils prennent, c'est principalement de l'énergie qui est gaspillée. Et donc cette énergie-là qui est gaspillée, elle peut servir à plein de choses et notamment à rendre plein d'énergies qui sont pas rentables, mais les rendre rentables, ou juste à entretenir et à rendre plus solide le réseau électrique, parce que s'il tourne pas, s'il tourne à vide, ça endommage et donc ça fait plus de coûts pour les entreprises, etc. Et donc le minage de Bitcoin est très très utile pour l'industrie de l'énergie, notamment pour la transition écologique, et c'est même indispensable de l'avoir si on veut pas avoir par exemple une transition écologique qui comment dire, qui est financée par nos impôts ou autres. Ouais, qui est subventionné par le public, tout à C'est fait. ça, avec Bitcoin directement, ce serait fait. Est-ce que mon micro, il est pas décalé? Moi, je t'entends. Très bien, Ok, sans décalage, tout est parfait. ok. C'est peut-être mon retour là. Mais voilà, désolé, je voulais juste rappeler ça. Il y a pas de souci, ouais, la transition énergétique, je complète avec ce que tu dis, on va vraiment répondre à l'ami Ozymandias. En gros, approche par l'exemple, imaginez, vous êtes en Afrique, dans un pays où les gens tournent principalement au charbon ou aux énergies fossiles, et il y a une volonté de passer sur quelque chose de plus propre, on va dire, comme un barrage hydroélectrique, par exemple. Ce projet de barrage, il va falloir le financer. Et donc, ça fait un sacré coût. Et ensuite, une fois que tu l'as financé, tu peux commencer à produire de l'énergie, mais il va falloir que tu revendes cette énergie aux gens autour du barrage, et donc il va falloir convaincre les populations de passer de leur ancien système à l'énergie fossile à ce nouveau système. Et donc pendant cette période de transition, c'est des coûts pour toi en tant qu'entrepreneur. Et du coup, eh ben, tu peux utiliser Bitcoin comme un outil de transition, c'est-à-dire que le temps que tu finances ton projet et que tu commences à avoir ton parc de clients, eh ben, tu peux demander à des mineurs de Bitcoin de venir se brancher chez toi et leur vendre cette énergie au rabais. Et le mineur, du coup, il a ce luxe de pouvoir venir chez toi, et à partir du moment où tu lui dis écoute Coco, bah maintenant je vais passer à des vrais clients ou alors je vais augmenter mes tarifs, toi tu peux dire bah, c'est bien, je déguerpis, tu débranches ton matos et tu vas le brancher ailleurs tout simplement. Ouais, je t'ai envoyé un lien d'un document que j'ai écrit il y a un moment qui détaille un peu ça, toute cette mystification qu'il y a autour comment dire, de la consommation énergétique de Bitcoin. Et juste pour reprendre un exemple, tu as par exemple le gaz de torche, qui est en fait un gaz qui sort naturellement des mines Ouais. de pétrole et qui, s'il n'est pas extrait, il peut endommager les infrastructures. Et donc, ils sont soit ventilés, c'est-à-dire juste lâchés dans l'air, soit brûlés, qui sont comment dire, torchés, ce qu'on appelle torchés. Donc quand c'est ventilé, en fait c'est principalement du méthane, donc c'est très polluant, c'est 25 fois plus polluant que du CO2. Après on va pas rentrer dans le détail de la pollution du CO2, etc. Et quand c'est brûlé, ça se transforme en CO2 et donc c'est moins polluant, quoi. Et donc Bitcoin en fait peut venir au pied des puits de forage et consommer cette énergie. Donc j'ai fait les calculs, je crois que ça doit être un peu plus bas, mais en gros on pourrait alimenter 4 ou 5 fois Bitcoin avec tout le Gaspillage. avec tout le gaspillage du gaz de torche. Ouais. Là on est à plus de 18,26 fois Bitcoin avec le gaz de torche. Mais voilà, Ok. juste pour quelques exemples. Ah oui. Voilà, bah, c'est un des nombreux exemples de la transition énergétique, et on nous a vendu le fait que Bitcoin allait consommer toute l'électricité de la planète, c'est faux. Et c'est pas près d'arriver. Donc Bitcoin est aussi un parfait moyen de transition énergétique. Maintenant, on va pouvoir passer enfin à la question de notre très cher Ozzy, que je vais afficher. Non, c'est pas celle-là, pardon, c'était juste avant. Futur du mining. Et ça c'est Et un oui. peu tout le sujet pour accroître les filles, etc. En fait, tout simplement, ça va être c'est vrai que si on a une adoption, donc aujourd'hui, je crois que les frais sont pas mal augmentés récemment, mais pendant un moment, on était à 2 sats par V-byte, donc ce qui est rien du tout, c'est quelques centimes par transaction, ce qui n'est pas assez pour rentabiliser Faire manger tout le monde. faire manger les mineurs, quoi. Sachant qu'ils sont encore rentables grâce au block reward, mais d'ici quelques années, le block reward sera insignificatif. Ouais. Et donc, d'ailleurs, pour refaire un petit pic à Kaspa, pour le Kaspa, ça arrivera d'ici 2-3 ans, alors que sur Bitcoin, ça arrivera d'ici 50 ans environ, voire plus. Mais bref, c'est un autre sujet. Et, et donc, en fait, le tout, c'est en fait ce que Satoshi, en gros, théorisait, c'est qu'on arrivera à un moment, les frais autosuffiront Ouais.
On passera sur un modèle Je où sais pas tu comment manges sur expliquer. les frais et pas sur le block reward. Pour bien C'est ça. comprendre en fait le sujet, c'est que aujourd'hui, ce qui fait manger un mineur de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le block reward, c'est-à-dire les nouveaux Bitcoins créés. Au son lancement, c'était 50 et tous les 4 ans, on divise par 2. Donc, on est passé de 50 à 25, de 25 à 12,5, etc. Là, on est à 3, quelque chose. Mais on se dit, ok, c'est beaucoup moins de Bitcoin. 3 que 50. Mais entre-temps, le Bitcoin, il coûte plus $1 l'unité. Aujourd'hui, il est à 70 000 $ l'unité. Ouais, en termes de Donc, le dollars, on n'a marché, jamais été aussi haut, quoi. c'est ça. Donc le marché, il s'adapte. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, premier phénomène naturel qu'il faut prendre en considération, c'est que si c'est pas rentable de miner, eh ben tu coupes, tout simplement. Tu coupes, tu revends ton matos. Et donc la guerre, c'est que les mineurs les plus rentables, donc ceux qui arrivent à trouver le matériel, l'énergie la moins chère, auront toujours l'avantage sur les moins rentables. Voilà, c'est un système, c'est comme dans le système capitaliste quand il n'est pas entravé par nos amis socialistes ou communistes. Quand tu as un business qui pue la merde, tu mets la clé sous la porte. Mm. Processus naturel de destruction créatrice. Dans un système qui est subventionné, effectivement, tu peux toujours vivre de la subvention pour tenter de tenir la jambe du système. Donc, comment voir les choses? Pour le moment, on peut voir que le hash rate du Bitcoin ne fait qu'augmenter. Donc, pour le moment, il y a toujours des gens qui s'y retrouvent. Et si un jour on se retrouve dans un système où il n'y aura pas assez à manger, soit il va falloir trouver des nouveaux moyens de générer des frais sur Bitcoin, soit on va laisser des mineurs se débrancher. Mais dans tous les cas, on va dire que la sécurité de Bitcoin sera toujours au rendez-vous parce que c'est pas comme si on se retrouvait dans une situation où tu avais 100 fois moins de mineurs d'un coup. Et surtout, en fait, ouais, on pourrait voir que le hash rate augmente, continue de faire, je sais pas, fois 1000, et qu'ensuite il perd 99%, mais ça se trouve, les 99%, ils seront largement suffisants à garder Bitcoin décentralisé, quoi. Parce que pendant une forte explosion du prix du BTC, peut-être que ce sera suffisamment rentable pour qu'il y ait plein de mineurs qui se branchent, mais à terme, d'ici 100 ou 200 ans, peut-être que ça va doucement redescendre à zéro, enfin presque à zéro, mais que toujours cette décentralisation, ça se trouve, elle sera encore plus forte qu'elle l'est aujourd'hui, et donc ça restera décentralisé, quoi. Et Mais le tout, c'est. Vas-y. pénurie de mineurs. J'arrive C'est pas à quoi comprendre d'ordinateur? comment on arrivera à une pénurie de mineurs. Ça veut dire qu'il n'y ait plus du tout de mineurs. Ça n'arrivera jamais. Il y aura Des toujours PC, des tu veux mineurs. dire? Regarde, il nous dit, mais c'est un système qui aboutira à une pénurie de mineurs. Ça voudrait dire que là, il n'y aurait plus aucun mineur sur Bitcoin. Bah, en fait, c'est le tout d'un marché libre. C'est que s'il y en a moins, il y aura plus d'initiatives pour ceux qui seront là, enfin, ceux qui vont miner. Et donc, s'il y a des gens pour miner, ça veut dire que c'est rentable. Donc, ça va attirer d'autres personnes, vu que c'est rentable. Mm. Et enfin, c'est un marché libre. Donc, je vois pas comment est-ce qu'on peut plus avoir de mineurs. À part s'il y a une vraie. S'il n'y a pas d'incentive. Bah oui, en fait, s'il n'y a pas d'incentive, Ça veut ça va dire être qu'il n'y a plus de laisser la- transactions. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de transactions, il n'y a plus de block reward, il Ouais. n'y a plus un Bitcoin ne tourne plus. Ouais, ça veut dire que Bitcoin n'existe plus, que plus personne l'utilise. Donc, au final, pourquoi avoir des mineurs si personne l'utilise? Effectivement. Mais là, du coup, ce que tu dis, Ozzy, c'est que Bitcoin ne sert plus à rien, en gros. Personne l'utilise. J'aimerais bien voir ça. En fait, Personnellement, j'aimerais bien voir ça. c'est ça le parti pris que Satoshi a pris, c'est de dire, dans l'hypothèse où Bitcoin sera utilisé, donc il lui a laissé 130 ans pour se faire adopter, dans 130 ans, il n'y aura plus de récompense. Ce sera que sur les frais. Donc, il faudra qu'à ce moment-là, les frais compensent l'activité. Et si, de toute façon, il n'y a pas de frais pour maintenir le réseau, ça veut dire que personne ne l'a utilisé. En 130 ans, si Bitcoin n'est pas utilisé, ça ne marche pas, quoi. Je me permets. S'il te plaît, Capet, ne politise pas Bitcoin. Bitcoin est politique. Je n'irai pas plus loin, mais Bitcoin est profondément politique. On a également ce message intéressant. Partant du postulat que la transition écologique est effectuée, comment exploiter Bitcoin de manière bénéfique? Parce que là, les exemples que tu donnes, c'est pour récupérer de l'énergie mal exploitée, pour favoriser l'installation de nouvelles infrastructures. C'est juste pour comprendre. Il n'a pas compris Je pense qu'il veut définition dire. de transition énergétique ou... Non, je pense qu'il veut dire que, en fait, à partir du moment où. Enfin, c'est quand tu crées une centrale électrique, comme tu as expliqué, on a un besoin primitif. Mais à partir du moment où les populations ou alors il y a des entreprises qui s'installent autour, peut-être que toute l'énergie sera déjà consommée. Donc, Bitcoin, on arrivera potentiellement dans une situation où toute l'énergie consommée sera déjà produite et verte et donc il n'y aura pas de surplus. Mais en fait, il y a toujours du surplus parce que déjà, par exemple, si tu prends les énergies solaires, ça marche que la journée. Et la journée, c'est pas forcément le moment où on l'utilise le plus. On utilise le plus d'énergie. Donc, quand tu as le pic d'activité, tu as un pic d'activité en gros dans la matinée, un pic d'activité dans le soir, alors que le pic d'énergie solaire produite, il est dans le milieu de la journée, vers midi, parce que c'est là où le soleil est le plus haut. Et donc, à ce moment-là, on a forcément plus de production solaire que de consommation de cette énergie. Et donc, c'est là que Bitcoin peut venir justement s'allumer et ensuite se rééteindre une fois que le pic de consommation, enfin de production, est passé, quoi.
Et la machine capitaliste fait en sorte qu'on fait toujours des choses à profusion. Et ça, je sais que ça peut en déranger quelques-uns. Ça, c'est un autre sujet. Mais si on veut, on va dire, s'améliorer, donc réduire les coûts, et ben, généralement, il faut produire plus. Parce que si tu veux que ton énergie, elle baisse, il faut qu'il y en ait à profusion. Parce que si ton énergie, elle est rare, bah forcément, elle est beaucoup plus chère. Donc là, c'est la même chose. Un monde où il n'y a plus de surplus, bah, faudrait s'inquiéter déjà, parce que potentiellement, C'est ça voudrait dire que l'énergie deviendrait extrêmement rare. Déjà qu'on se bat pour l'énergie, qu'il y a des guerres pour de l'énergie, là, s'il n'y a plus de surplus, c'est la guerre totale, je pense. Ouais, faut bien se mettre en tête qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'énergie. C'est juste qu'elle est mal acheminée. Il y a des endroits où l'énergie est disponible en prix négatif même. Par exemple au Texas, pour prendre l'exemple le plus connu, il y a certaines périodes où l'énergie est négative. Enfin, le prix de l'énergie est négatif. Mais c'est juste qu'elle est mal acheminée pour le reste des États-Unis, par exemple. On a la même chose en Europe et dans sur tous les continents, tous les pays. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Ethereum et les êtres Layer 2, Layer 1. Pour toi, c'est fondamentalement de la merde ou il y a quand même des choses à sauver là-dedans? Pour moi, par exemple, si on prend l'exemple de Solana, qui est, je pense, le layer one très scalable Number par 3. excellence. Ouais. De quoi? Non, je vais dire le layer 1, peut-être que j'ai dit le number. Ouais, non, mais je voulais dire, c'est le numéro 3. T'as Bitcoin, Ethereum, Solana dans l'esprit de beaucoup de monde. Mais oui, en gros. Même s'il y a la Binance Chain, enfin BNB Chain devant en Ouais. termes de cap. Mais bref, c'est un autre débat. Pour moi, par exemple, Solana, c'est un projet qui est intéressant, mais pour un cas d'usage, c'est les stablecoins. Le reste, je vois pas l'intérêt Et les paiements. d'avoir. Oui, pour faire du paiement avec. En Mm. fait, je vois pas l'intérêt d'avoir une blockchain qui est très centralisée où la fondation peut te rug pull, où enfin, le staking est bah, du coup très centralisé comme on l'a décrit juste avant, etc. Tout ce qui se fait sur Solana, techniquement, peut se faire avec des serveurs plus ou moins centralisés, répartis entre quelques entreprises, etc. Et ça marcherait de la même manière. Ça serait même plus scalable. Ça se trouve qu'ils auraient beaucoup moins de problèmes en termes de scalabilité, en termes d'arrêt de blockchain, s'ils assumaient leur centralisation. Du coup, tu dis qu'il n'y a pas de lutte contre la censure du tout sur Solana. C'est ça que tu dis? Je dis pas qu'ils essayent pas, je dis juste que l'infrastructure est pas assez bonne pour prétendre qu'il y ait une résistance à la censure. Ok. Parce que enfin, la fondation derrière a un peu trop de pouvoir. Après, je connais pas bien Solana, donc ça se trouve, je vais être assez imprécis. Mais il y avait cette histoire, il me semble, où Solana a décidé d'éjecter des validateurs ou d'arrêter de les rémunérer pendant un certain moment. Je suis pas au courant de ça, mais Euh, il y a un c'est- système de subvention, effectivement, qui est cadré, qui est pas obligatoire, mais qui est cadré, pour pas que les gros validateurs deviennent encore plus gros. C'est-à-dire que si tu es déjà gros validateur avec beaucoup de délégations, tu ne peux pas être subventionné. Et si tu et- respectes pas certaines règles, si tu es malveillant, tu n'es plus subventionné aussi. je me souviens plus de quand c'était, mais enfin de ce qui s'était passé exactement, mais on était en live avec Lilian et c'était Mark Zeller. Et Mark Zeller, justement, il ouais. parlait de ça, où on faisait une sorte de petit débat Ethereum versus Bitcoin. C'était en mai, je crois. Et Ok. enfin, il en avait profité pour taper sur Solana, il avait parlé de ça, mais sinon, moi-même, je connais pas Ok. vraiment ça. Je peux te retrouver un article, j'avais mis de Si côté. tu la trouves, je regarderai ça en off avec grand plaisir. En fait, on va dire les gros points rouges de Solana jusqu'à présent, c'est comme ça scale à mort, tu as, on va dire, un historique de transactions qui pèse des terras et des terras. Ça, c'est vrai. Donc, on va dire qu'on appelle ça un archive node sur Solana. Il n'y en a pas beaucoup. Premier point noir. Deuxième point noir, apparemment, il y a eu une histoire au tout début de Solana où ils auraient menti sur le supply et le supply qui a été mis à disposition de certains acteurs. Comme initialement le bloc Explorer est plus du cul, on comprenait pas grand chose on-chain sur ce qui se passait, donc il y a eu un petit peu manipulation des chiffres au début. Là aussi, c'est pas un sujet que je maîtrise de A à Z, mais il y a eu ça. Donc ça, c'est un peu puant. Troisième point noir, on n'a aucune visibilité à l'instant T sur les fonds de la fondation. C'est-à-dire, là, je parle pas des subventions, mais les wallets qui appartiennent à la fondation Solana, combien ils ont, comment ils dépensent l'argent. Ça, on le voit pas. Alors que sur Ethereum, on a effectivement cette traçabilité. Mis à part ça, c'est pas rien. Hein. Mis à part ça, tout va dans le même sens qu'Ethereum. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir plus de validateurs, on essaie de pousser à la validation, on multiplie les clients de sorte à ce que... Parce que là, en fait, le problème de Solana sur son plus gros point noir, ça a été de... Bah, si tu me retrouves les adresses Picsou, je les prends, mais je suis quasi garanti qu'on n'a pas la traçabilité. Quasi garanti, à 98%. Ensuite, je reprends. Je parlais de quoi, pardon? Oui, des clients. Solana est tombé en panne. Tout le monde est au courant, tout le monde fait des blagues sur ça. Pourquoi? Parce que Solana aujourd'hui,
et sur la même base de clients d'exécution et de consensus qui est Agave. Et il y a un deuxième client qui s'appelle Jito, mais en fait Jito c'est un mini fork de Agave avec juste une fonction en plus pour rajouter un mempool. Parce que normalement sur Solana par défaut en fait les transactions c'est comme une espèce de patate chaude où tout le monde se la passe, mais t'as pas de mempool et t'as pas de MEV. Et Jito en fait a rajouté un mempool et a pu du coup exploiter la MEV pour se générer des revenus supplémentaires. Sauf qu'aujourd'hui Solana est en train de pivoter, c'est fait là, hein, sur un système multi-client avec FireDancer, SIG, etc., etc. Le but étant que quand tu as un bug informatique sur un client, tu l'as potentiellement pas sur l'autre. Donc normalement, parce que là pour le moment, 99,999% des validateurs sont toujours sur ce même client Agave OG. Quand on va commencer à pivoter sur les nouveaux clients, on ne devrait plus jamais avoir de panne totale du réseau. Et aussi parce que le sous-jacent technologique fait que le client OG de Solana, pour un ordinateur, il est vu comme un processus. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans le gestionnaire des tâches Windows, tu as un processus, tu appuies sur supprimer, tu as tout qui saute. Alors que sur les nouveaux clients type FireDancer, c'est de multiples processus. Donc quand tu as un bug, tu es capable d'identifier si ça vient de l'exécution, si ça vient du networking, etc. etc., etc. Donc de ce point de vue-là, bien meilleur. Mais on en revient à ce sujet, comme tu le disais pour Kaspa, trop de données, trop gros besoin de stockage, donc pas de décentralisation suprême. Bah, en fait, c'est la problématique. C'est même, je pense, le premier contre-argument que Satoshi a récupéré, enfin, a fait face dans ses premiers messages, c'est le problème de la scalabilité. La première chose qu'on a dit à Satoshi, c'est Bitcoin, c'est bien, c'est une belle idée, mais c'est pas scalable. C'est la première chose qu'on lui a dit. Et donc c'est ensuite, Dan Larimer qui lui a dit ça, le créateur de OS, tout à fait. Sûrement, ouais. Et donc là, on est 15 ans après, et on a quand même des gens qui arrivent à nous dire non, mais on a trouvé une manière de le faire, d'être plus scalable et en étant décentralisé. Dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Il suffit juste de voir comment Solana évolue, même Ethereum, comment est-ce qu'ils évoluent. Et donc, c'est pour ça que déjà, juste le sujet de la scalabilité fait que Ethereum, ces Layer 2, Solana, n'importe quelle autre blockchain, ne sont pas scalables parce que ce sont des blockchains et fonctionnent sur ce principe-là. Et donc, ils sont dépendants de ça. Très intéressant. On arrive au Don't Trust Verify. Dans le monde cyberpunk, on va dire cyberpunk, pardon, Bitcoin, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de serveur RPC, c'est que tout le monde télécharge l'entièreté de la blockchain, branche son wallet là-dessus, et en fait, ne s'en remet jamais à quelqu'un d'autre. Mais on est passé progressivement sur des systèmes, je crois, de simple payment, etc., où en fait, on vient déléguer un peu de la confiance auprès d'autres personnes qui le font pour nous. Et aujourd'hui, c'est devenu la norme sur les autres systèmes comme Ethereum, Solana, etc. Quand tu utilises un wallet, tu as un RPC, il y a tout qui est prêt, tu n'as rien à télécharger, mais du coup, tu t'en remets à quelqu'un d'autre, donc tu perds un petit peu ce principe de base. Même sur Bitcoin, hein, quand tu utilises un wallet, t'es pas obligé d'avoir de nœud. Alors que le Bitcoin Core, à l'origine, la seule manière d'utiliser Bitcoin dans les premiers mois de son existence, c'était de télécharger Bitcoin Core. Premières années même. Donc, tu avais le wallet et la blockchain en même temps. Donc, tu es obligé d'avoir les deux. Et c'est vrai que maintenant, on a trouvé des manières de le faire sans, pour pas qu'on ait tout simplement à télécharger aujourd'hui plus de 600 gigas, presque 700 gigas de données pour utiliser Bitcoin. Et donc, c'est entre guillemets faire confiance à un tiers, même si en fait on a toujours nos clés, donc on peut aller sur un autre nœud et récupérer quand même nos BTC avec notre clé, et on est les seuls qui ont accès, et donc on est quand même self-custodial. Mais c'est vrai qu'on est obligé de faire confiance à un autre nœud, donc si le nœud nous censure par exemple, il peut le faire. C'est ça. Donc en fait, c'est encore une fois la décentralisation, c'est un spectre, c'est-à-dire que celui qui tend le plus à la décentralisation, c'est Bitcoin. En numéro 2, Ethereum. Et après, et encore en numéro 2, Ethereum, voire Monero. Il y en a qui diront Monero ou peut-être Cardano, malgré les critiques, parce que ça délègue quand même beaucoup. Hein. Et après, beaucoup plus loin, effectivement, Solana, et encore beaucoup plus loin, Aptos, où on est sur une centaine de validateurs. DYDX, on est sur 60 validateurs. Après, ne pas confondre les validateurs et les full nodes. Et là aussi, c'est un petit peu obscur, parce que on n'a pas toujours la visibilité du nombre de full nodes sur un réseau. Alors que ce qui nous intéresse, finalement, c'est pas vraiment ceux qui valident les blocs, c'est les full nodes qui s'assurent de la conformité de la blockchain tout le temps et qui propagent cette information aux autres. Et ça, t'as pas besoin d'être un validateur. J'ai l'impression quand même les validateurs sont beaucoup plus importants sur le POS que des mineurs sur le Proof of Work, parce que c'est quand même, comment dire,
Non, c'est plus ou moins la même chose. Je Je sais réfléchissais en pas. même temps et T'inquiète. la Je sais frontière pas. est fine, quoi. Non, j'allais dire des bêtises. T'inquiète, Mais y a pas de souci. et ce que je voulais dire aussi, surtout, le problème de Solana et Ethereum, enfin, c'est le proof of stake en tant que tel. C'est pas juste la scalabilité, les risques de centralisation. C'est que même pour moi, le design du proof of stake est centralisant dès l'origine. Parce que, en fait, c'est un système où bah, tu viens bloquer des fonds, comme on l'a expliqué juste avant. Tu as des fonds, tu les bloques sans avoir effectué de ton travail antérieur. Tu achètes des Ethers, tu viens les bloquer et tu es récompensé pour juste une mobilisation de fonds. Et bah, ça fait que tu ne produis aucun travail, tu es rémunéré pour ce travail-là, et tu es rémunéré surtout avec les frais d'une monnaie qui est... bon, après, l'inflation ne change pas parce qu'en soi, l'inflation irait directement dans les stakers. Mais en gros, on a les utilisateurs d'Ethereum, des L2, etc., qui dépensent en frais de transaction, qui dépensent leurs Ethers. Une partie est brûlée, on n'en parle plus, on les voit plus jamais. Mais l'autre partie est redistribuée aux stakers. Ce qui fait que les stakers, en fait, juste au cours du temps, grossissent leur stack d'Ether et ils sont incentivés à le garder et à ne pas le dépenser. Alors que sur Ouais. Bitcoin, vu que c'est du proof of work, les frais qu'ils récupèrent, même le block reward qu'ils récupèrent, ils sont obligés de dépenser au moins une partie parce qu'ils doivent, c'est leur seule source de revenus et leur seule manière de se développer ou de juste vivre de manière générale, c'est de payer ses employés, c'est de payer son matériel, c'est d'entretenir les endroits, c'est de payer ses taxes, payer tout ce qu'il y a autour. Et donc ça, il va utiliser ces BTC. Alors que dans le proof of stake, tu n'as pas de travail, tu dépenses quasiment rien en termes de matériel. Et donc, ça fait qu'au fil du temps, en fait, si tu fais les mathématiques, d'ici, je sais pas, potentiellement 1000 ans, tous les Ethers vont se retrouver dans les validateurs. Ouais, Et il y aura plus les plus d'utilisateurs pour puissants. payer les... Enfin, Ouais, les plus puissants, non, parce que c'est 32 Ethers par validateur. T'as pas une concentration absolue comme sur les systèmes de preuve d'enjeu délégués, où là, c'est encore pire d'ailleurs. Quand tu regardes mais, des types Solana, Cosmos, etc., plus t'es gros, plus tu deviens gros. C'est encore plus empirique, effectivement. mais si tu pousses justement le calcul jusqu'au bout, même les petits validateurs, par exemple, qui se disent ah bah je suis un petit validateur, je sais pas, de 32 Ethers par exemple, ou de moins si jamais ils ont réussi à descendre la limite, disons 32 Ethers, et bah lui-même à un moment il va arriver à un moment où bah, il aura plus assez d'Ethers sur son wallet chaud ou peu importe pour payer ses transactions. Donc il va éteindre son nœud pour utiliser ses Ethers pour payer des frais. Et donc petit à petit, en fait, tu as tous les petits nœuds qui vont se shut down pour dépenser leurs propres Ethers en frais de transaction, etc. et qui vont se retrouver dans Bah, les nœuds les plus gros. le principe, c'est que tu as quand même une rentabilité qui est bien au-dessus de tes dépenses, quand même. Donc ça devrait pas arriver. Bah, Normalement, tu t'y retrouves et tu es capable, avec ta rente, de payer tes frais de gaz. Sinon, ça sert à rien de miner, ça sert à rien de staker. Tu vois ce que je veux dire ou pas? c'est ce que je suis en train de dire justement. C'est que, en fait, quoi qu'il arrive, à terme, vu que la supply des Ethers diminue et que Oui. les Ethers dépensés se retrouvent dans les poches des stakers, bah, en Ouais. fait, mathématiquement, sur, je sais pas, 1000 ou 2000 ans, il faudrait faire les calculs exacts avec une inflation de je sais pas combien de pourcents. À terme, quoi qu'il arrive, tu n'auras plus d'Ethers, enfin, tu auras de moins en moins d'Ethers pour payer les frais et ils vont tous se retrouver dans les stakers, chez les stakers. Ah, je vois ce que tu veux dire. Peut-être. Mais après, Ouais, c'est je dans mets quelques. Ouais, je mets sur des plusieurs milliers réserves d'années. là-dessus. Parce que Je je mets vois des pas comment réserves. est-ce qu'il peut être redistribué. Il y a pas de ruissellement, en fait, à partir du moment où tu es incentivé à garder tes Ethers, un acteur économique comment dire, rationnel, il va juste garder ses Ethers. Il va pas. Parce que c'est plus Bah, il y a de quand même gains de plus tard. l'activité économique. Et même dans certains cas, tu peux te retrouver. Alors, tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles, mais dans certains cas, tu peux te retrouver avec un système où, quand tu dépenses du gaz pour consommer un smart contract, ça peut revenir dans les poches du développeur qui lui-même va redépenser de son côté, etc. Il y a quand même Oui. une activité économique. C'est pour ça que je mets quand même des réserves là-dessus. Je prends juste le message de Mescu qui nous dit l'accès au POS est quand même bien plus simple que le proof of work, surtout si, alors avec des si, on refait le monde, Vitalik le met à un ETH. Alors si justement on est à 32 ETH et pas à 1, c'est pour limiter le nombre de validateurs sur le réseau. Parce que on a déjà plus d'1 million de validateurs sur Ethereum. Si on en a plus, on peut avoir des problèmes de performance, voire de stabilité du réseau. C'est pour ça que le 32 Ether, ça fait beaucoup d'argent, mais par rapport à la masse monétaire d'Ether, c'était un sweet spot. Là, il va y avoir une mise à jour où je crois que tu vas pouvoir mettre jusqu'à 2048 Ether sur un validateur pour réduire justement le nombre de validateurs. On sera plus sur 1 million, on sera probablement sur 100 000 parce que ça reste quand même très décentralisé et ça fout moins le bordel. Mais pour moi, ça n'arrivera jamais. Ce cap de 32 à 1 Ether, on ne descendra jamais à 1 Ether.
Mais surtout, admettons, il y a cette limite à un Ether, et je sais pas que l'Ether monte à 10 000 $, qui va mettre 10% de sa position dans un ordinateur pour toucher un yield à 3%. Enfin, économiquement, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont dépenser 1 000 € comment dire, dans une infrastructure, dans un ordinateur, pour staker un Ether. Genre, Ouais, la ouais, balance c'est vrai. n'a pas vraiment de sens, quoi. C'est vrai, parce que pour être un validateur, faut quand même un petit ordinateur. Alors, c'est pas 1000 balles, hein. C'est, Ouais, surtout, ça peut tendre disons vers zéro. 300 Ça, balles. ça peut être un peu moins. Ouais, Ouais, donc c'est 300, ça reste. 300 balles. Un quad-core, 8 ou 16 gigas de RAM, une connexion internet à peu près potable. Ouais, disons 300 balles, et ça va Mais je pense que c'est chuter au plus. fur et à mesure du réseau. Ah, c'est moins quand même. Et À pour part si alors, s'il y a l'EIP là qui passe, comment dire, tu sais, qui augmente le temps de bloc de 30%. ah, Enfin, tu qui veux est dire réduit. pour le block time qui est réduit à 8 secondes? Ouais, mais ça changera rien, ça. Ça aura quasiment aucun impact sur le réseau. Pour moi, les branlettes intellectuelles de Twitter là-dessus, franchement, vu comme le hardware s'améliore et même la bande passante d'Internet s'améliore, pour moi, ça va rien changer du tout. Dis-toi, à l'époque de 2017, déjà, on avait le ARK, le Layer 1 qui était sur 8 secondes, et justement, ils avaient mis 8 parce qu'ils disaient qu'en dessous, ça implosait, mais que 8, c'était bien. Et entre-temps, il s'est passé 7 ans et les connexions Internet se sont largement améliorées. Donc, Mais quand tu regardes l'augmentation de la taille de la blockchain Ethereum, c'est quand même intense, quoi. Je crois que c'est cette année, il y a eu 200 gigas en plus. C'est genre plus de ouais, mais 10% en un ça an. s'est divisé par deux depuis que tu as des données éphémères pour les rollups. Parce qu'il y avait eu une grosse explosion parce que les rollups stockaient des données Ok. qui restaient à vie, mais avec les rollups, on a divisé par deux l'augmentation de la growth, de Il la faut voir sur le long stability. terme comment ça augmente, comment ça bouge. Je retrouve pas un message qui parlait du proof of work tout à l'heure, mais c'est parce que je sais pas lire, je crois. Quelqu'un qui disait que c'était pas très accessible le mining de Bitcoin. Bah, tu chopes un ASIC, hein, tu as des ASIC pour quelques milliers d'euros, tu rentres et après ton ASIC, tu le branches à un pool et puis voilà. Après, vous allez dire, il y a une concentration des pools, oui, on est au courant, mais Mais après, les pools n'ont pas vraiment de pouvoir. Enfin, elles vont juste construire le bloc en gros. Et surtout, tu as des ordinateurs beaucoup plus accessibles. Tu as les Bitax par exemple. À partir de 100 balles, tu peux acheter un petit ordinateur de minage ouais, qui je sais sera pas ce que c'est. forcément. Bah, en fait, c'est les dernières machines qui sont juste divisées par 100. Genre le S21 ou Ok. je sais plus c'est quoi le nom du dernier, qui sont en gros divisés par 100. Mais c'est la même problématique du prix de l'énergie en fait. T'es pas rentable avec. Moi, par exemple, j'en ai un, mais vu que je mine à je sais pas combien je paye le kilowattheure, enfin, je suis pas rentable. Donc c'est du gambling Mm. quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est pas rentable. Donc, ouais, il y a quand même une petite barrière à l'entrée. Il faut envoyer quelques milliers de dollars pour commencer à retomber sur ses pieds. D'ailleurs, pour les intéressés du mining, il y a des entreprises spécialisées ou alors sur des conférences aussi, pour vous donner un petit peu l'input. Vous allez trouver des boîtes qui sont spécialisées dans le mining, qui sont en contact direct avec Bitmain et compagnie. Ne vous amusez pas à aller acheter vos mineurs directement sur le site de Bitmain, vous allez vous faire détruire le fiac. Passez par des partenaires de Bitmain qui sont grossistes et qui, eux, peuvent vous proposer des trucs plus intéressants si jamais vous les minez. Et n'oubliez pas, un ASIC, ça fait beaucoup de bruit. Alors, à part si vous avez une installation où vous pouvez mettre votre ASIC dans du liquide pour réduire le bruit, la température et tout, mettez pas ça chez vous, vous allez devenir fou. Ça fait trop de bruit, un ASIC. Je peux te montrer mon petit setup si ça t'intéresse. Ouais, c'est parti. Alors, c'est pas un ASIC du coup. Attends. D'accord, avec un petit refroidissement Ouais, j'ai un léger. petit ventilo dessus. C'est ça, c'est un Bitax. Donc ça mine quelques centimes par jour. C'est pas grand chose. C'est 600 gigas H Ok. Mais c'est par. quand même rentable par rapport à ton électricité ou pas? C'est ça le vrai sujet. Alors, pour moi, oui, c'est rentable. Mais pour quelqu'un qui aurait un forfait. Parce que moi, j'ai un truc un peu spécial en fait où je paye un forfait et je consomme jamais le maximum. Donc, quoi qu'il arrive, je paye la D'accord. même chose. Mais sinon, pour quelqu'un qui minerait lui-même librement, ce serait pas rentable. Alors, j'avais pas vu son message. Les monnaies fiat se dévaluent avec le temps, poussent les gens à investir, alimentent la croissance à l'inverse. BTC étant déflationniste si on se base sur notre économie. Notre économie dessus, les gens ont moins d'intérêt à investir dans des entreprises ou dans l'IMO, ce qui limite la croissance. Comment ça peut être durable? Ah, c'est ce fameux argument-là. Alors, je trouve Mais très c'est intéressant. justement, c'est pas un bug, c'est une caractéristique. C'est Mm. justement l'intérêt en fait, parce que notre monnaie fiat nous pousse à dépenser dans tout et n'importe quoi. Alors que si tu avais une monnaie déflationniste, bah, tu serais plus responsable et tu Mm. investirais dans des choses qui vaudraient vraiment le coup. Et tu n'aurais pas, par exemple, 20% d'entreprises zombies au S&P 500, tu n'aurais pas
autant de pollution qu'on a aujourd'hui, tu aurais des entreprises qui réfléchiraient mieux comment est-ce qu'elles auraient leurs capitaux parce qu'elles auront moins accès aux prêts et l'argent sera plus coûteux, sera plus rare. Donc en fait, si tu veux continuer dans un monde de fiat, c'est sûr que Bitcoin, ça change pas mal de choses. Mais c'est justement une caractéristique, quoi. Je vais me permettre de compléter. Après, j'aimerais qu'on parle de layer de Bitcoin, parce que je pense que c'est important d'en glisser quelques mots. En fait, nous, on est né dans une période où l'argent est magique, sur un système d'argent-dette, et on nous a appris, et on nous a expliqué plein de fois, parce qu'il faut savoir qu'un être humain, tu peux lui répéter quelque chose plein de fois, même si c'est faux, au bout d'un moment, il va finir par le croire, par la répétition. On nous a appris qu'il faut absolument qu'il y ait de l'inflation, qu'il y ait de la création monétaire, parce que s'il n'y a pas de création monétaire, il n'y a pas de circulation de monnaie, l'économie est à l'arrêt et tout s'effondre. Alors qu'avant, ça ne fonctionnait pas comme ça. Alors on peut rentrer dans un débat de oui, mais avant on extrayait les métaux, machin, mais on s'est rendu compte qu'on est dans un monde fini, donc si tout le monde s'amuse à extraire tout, eh ben, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, donc il faut inventer des cochonneries. Écoute, le biais Bitcoin, il est simple. Le biais, je vais répéter ce que vient de dire Marius, c'est tu réfléchis avant de dépenser, parce que si tu as $1 ou €1 ou autre chose qui se dévalue face au Bitcoin, ça veut dire que Bitcoin prend de la valeur. Donc je vous explique un glitch, pour ceux qui connaissent moins les crypto-monnaies et qui m'écoutent. Je ne peux pas vous garantir du résultat. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous croyez en Bitcoin, vous partez du principe que Bitcoin va monter à l'infini face au dollar, donc il va constamment prendre de la valeur dans le temps. Même si ça monte et ça descend, quand vous dézoomez un peu de quelques années, il va monter en valeur parce que le dollar perd de la valeur. Donc, ça vous pousse dans votre consommation à dire « Ok, je ne dépense pas mes bitcoins, je les garde parce que ces bitcoins vont prendre de la valeur. » C'est la même chose avec l'or, c'est la même chose avec plein de choses comme les achats de terrain, l'immobilier, etc. Donc, c'est un biais différent du système traditionnel. Et voilà comment en 2 minutes, on peut debunk Blast. Ça se fait assez rapidement. Ouais, bah voilà, c'est... En fait, c'est vrai que c'est un sujet. Je vous invite à regarder sur Internet si vous n'avez pas quoi faire pour vous occuper et que vous avez envie de vous passionner un peu plus pour l'économie. Vous tapez sur YouTube les... Alors, attends. Parce que je dis pas de Bitcoin. Non. Les théoriciens, je crois, de l'économie. Voilà, c'est une série sur BFM. Voilà, les théoriciens de l'économie. Permettez-moi de vous le mettre à l'écran, parce que les images valent mieux que les mots des fois. Voilà, vous tapez les théoriciens de l'économie. Je vais juste enlever le chat, parce que ça fait trop d'infos en même temps, si j'y arrive. Voilà. Vous avez donc Hayek, Marx et Keynes. Vous regardez les trois. Je vous spoil rapidos. Hayek, c'est un pro-marché. Donc c'est le plus capitaliste, le plus free market possible, donc le plus critiqué des gens de gauche, hein, disons-le, parce que pour on lui, voit que t'en as regardé qu'un seul des trois, quoi. Non, j'ai regardé les trois, c'est juste que ça me les a pas mis. Je les ai bien regardé les trois. Les trois sont super, d'ailleurs. Ok. En gros, Hayek, c'est une économie saine, c'est il y a des gagnants, il y a des perdants, donc des fois ça monte, des fois ça baisse. L'État n'a pas à fourrer ses sales pattes dans l'économie. Voilà. Donc ça, et aussi c'est Hayek, c'est concurrence des monnaies pour ceux qui aiment lire. Je vous invite à lire ce livre. J'ai pas lu beaucoup de livres, mais lui je l'ai lu. Lui, il est pour la concurrence des monnaies, c'est-à-dire que des acteurs privés peuvent créer des monnaies et la bonne monnaie vient chasser la mauvaise. Donc c'est un peu un précurseur de Bitcoin d'ailleurs. Ensuite, on a Marx. Donc Marx, c'est le marxisme. Ensuite, le communisme est dérivé du marxisme. Donc je ne vais pas vous refaire l'idée du communisme, mais l'idée c'est de se battre contre le capitalisme, hein, tout simplement. Le capitalisme c'est mal, patati patata. Et Keynes, c'est un petit peu le filou. Keynes se prétend capitaliste, mais Keynes est pro-État. Donc pour lui, quand une économie va mal, il faut que l'État intervienne et imprime de la monnaie. Et si ça continue de chuter, ça veut dire que l'État n'est pas allé assez fort sur la planche à billets. Donc il faut y aller encore plus fort. En gros, vous avez bien compris, du coup, je vous apprends rien. Notre système occidental est basé sur les travaux de Keynes. Aujourd'hui, les États reprennent les travaux de Keynes. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a une crise, que ce soit 2008, le Covid, etc., on imprime pour sauver tout le monde et on met dans le crâne des gens que c'est comme ça que ça doit se passer, parce que si on a eu des crises beaucoup plus graves avant, c'est parce que l'État n'a pas été assez fort. Sauf qu'en fait, on le voit, on ne fait que remettre à plus tard
le problème, et c'est toujours ceux qui sont proches du robinet à monnaie qui en profitent le plus. On appelle ça l'effet Cantillon. Voilà, Cantillon Effect, que je vous mets à l'écran. Le plus proche tu es du robinet à monnaie, le plus tu te gaves. Et donc, en général, ce sont les très riches qui arrivent à débloquer des subventions qui profitent de ça. Ensuite, on a aussi des entrepreneurs malins qui arrivent à profiter des subventions. Et à la fin, les ménages, ceux qui travaillent, qui ne sont pas dans l'optimisation, qui ne sont pas dans l'investissement, qui sont juste salariés, se retrouvent niqués. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Quand les riches se gavent, qu'est-ce qu'ils font? Ils redéploient ce capital ailleurs, ils achètent des trucs, ils font des investissements, etc. Donc le coût de la vie augmente, inflation, votre viande elle est plus chère, votre énergie elle est plus chère, etc., etc. Mais lui il s'en fout parce que il est proche du robinet. Et c'est seulement les ménages en bout de chaîne qui subissent le plus fort l'inflation parce qu'ils ne sont pas capables de faire travailler leur argent, parce que comme vous le savez, de l'argent qui reste en banque, c'est d'une certaine façon de l'argent perdu, parce que le fait d'investir, en réalité, c'est se faire de l'argent, mais c'est aussi lutter contre l'inflation. Donc voilà, pour ce qui est des théories économiques, il y en a plein d'autres, mais en voilà 3 déjà très intéressants. Oui, il y a Polyox qui dit c'est un changement de paradigme en gros, et en fait, oui, c'est justement tout l'intérêt de Bitcoin, c'est de changer un peu tout le système monétaire, en tout cas de proposer une alternative. Et c'est aussi un peu ce qui change. Je ne sais pas si tu voulais continuer sur un autre sujet, je pourrais relancer Si, le on sujet va parler Bitcoin, des Layer crypto, 2, mais autre. t'inquiète. Mais c'est bien de parler d'économie parce que Bitcoin est un sujet politique et économique. Donc, quand on me dit ne politise pas Bitcoin, bah si. Du coup, je suis désolé, c'est important de le faire. Et je suis désolé de ne pas être le plus à l'aise avec le sujet du marxisme. Parce qu'effectivement, j'ai jamais lu les travaux de Karl Marx et j'ai un biais anticommuniste très violent qu'il va falloir un jour que je combatte, ne serait-ce que par curiosité et honnêteté intellectuelle. Et dans le chat, Polyox demandait aussi est-ce qu'il y a des systèmes déflationnistes qui ont déjà fonctionné? En fait, toute l'humanité avant les monnaies fiat, tout simplement. C'est ça, donc toute l'humanité avant les années 80. Avant 1971 exactement. Donc tu prends toute Ouais. la révolution industrielle, c'était une monnaie déflationniste, c'était basé sur l'or. Et Voilà. donc ce que je voulais dire, c'est aussi par rapport à ce changement de paradigme, en fait, ce changement de vue sur l'économie, c'est que Bitcoin change aussi tout ce qui est préférence temporelle. C'est-à-dire que pour nous, maximalistes, on en est conscient, donc on n'en parle quasiment pas, mais en fait, on se dit, OK, Bitcoin, c'est un nouveau standard monétaire qui, comme a dit Capet, tend vers zéro, vers l'infini. En gros, sa valeur tend vers l'infini contre le dollar. Et donc, quand on a des euros ou des monnaies fiat dans notre poche et qu'on se dit, OK, là, j'ai de l'argent, il faut que je le dépense parce que quoi qu'il arrive, à la fin du mois ou à la fin de l'année, je vais avoir perdu au moins 2% d'inflation sur l'année. Et on se demande à chaque fois, est-ce que cet argent-là, il ferait mieux, enfin, il serait plus utile, il me serait plus utile dans cet objet que je voulais acheter, que ça peut être de la nourriture, ça peut être n'importe quoi, ou est-ce que il serait mieux dans du Bitcoin qui vaudra potentiellement 10 fois plus dans 10 ou 20 ans. Et donc, ça remet en cause toute la préférence temporelle et que je trouve n'est pas présente dans tout l'univers crypto. Dès qu'on sort de Bitcoin, il y a peut-être un peu ça aussi dans toute la communauté Monero, mais on la retrouve très peu, même dans ceux qui prétendent faire des choses similaires à Bitcoin, comme Kaspa, Litecoin, etc. On a beaucoup moins cet environnement économique et cette volonté économique. Et à mon sens, tous les altcoins recréent en fait la finance traditionnelle sur des blockchains. Donc ça a plein d'avantages, mais ça n'est pas du tout, ça revient pas du tout à la base des volontés de Bitcoin et de ce que Bitcoin pourrait faire. Je vois ce que tu veux dire, mais pour mettre un petit peu de nuance là-dedans, dans Ethereum, on a la DeFi. Donc en fait, on va faire travailler son capital, prendre des risques dans la quête du rendement. Et je parle pas d'acheter des altcoins, hein, je te parle de faire travailler son capital au risque de le perdre à la suite d'un hack ou autre chose pour récupérer un rendement. Et c'est quand même plus inclusif que le système bancaire où généralement, faut avoir un certain pédigré pour qu'une banque vienne te voir et te dire je fais travailler ton argent et je te rapporte un taux à 8% à l'année, alors qu'aujourd'hui du stablecoin tu peux taper du 20 à 40% à l'année si tu aimes vraiment les risques. Mais donc c'est plus inclusif.
Mais c'est pour ça que ce que je disais au début, c'est que pour moi, le vrai use case de Solana, Ethereum, etc., c'est pour les stablecoins. Et on voit d'ailleurs le deuxième réseau le plus utilisé, c'est Tron, qui est pas du tout décentralisé Ouais, et qui est très performant pour les stablecoins et qui est, enfin, qui justement permet à plein de gens de se bancariser entre guillemets parce qu'ils n'ont pas de banque, mais ils ont quand même accès au dollar. Et donc c'est le vrai pour moi sujet d'adoption, même si ça ouvre la porte à de la censure, à faire de l'USDT une monnaie numérique de banque centrale ou un truc similaire. Et donc, on est loin de la décentralisation et de la résistance à la censure que Bitcoin promeut, enfin ouais, que la communauté c'est promeut. vrai. Et du coup, pour revenir à Bitcoin, tu t'intéresses au layer 2 de Bitcoin. J'aimerais ton avis là-dessus. Alors, on en connaît un, c'est Lightning. On entend aussi parler de RGB. On voit des bricolages. Tu parlais des Taproot Assets, donc les ordinals, les runes, etc. C'est quoi ton avis sur tout ça aujourd'hui? Je suis très intéressé par Lightning déjà. Je pense que ça va être, enfin c'est là pour rester, même si ça a Ouais, plein de compromis. Le fait de pouvoir faire des transactions euh, très rapidement et enfin c'est très intéressant. Donc par exemple, t'as des wallets par exemple comme Bull Bitcoin justement. Je porte leur t-shirt là qui est pas encore sorti en France, mais potentiellement plus mhm, tard, ça pourrait être utilisable, enfin assez facilement. Et en fait, c'est un wallet Liquid, donc Liquid qui est une sidechain de Bitcoin, qui est en gros aussi centralisé qu'un layer comme Solana, Sui, etc. ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc, Je pense que c'est Bull Bitcoin, hein. ouais. Et, euh, et donc, en fait, c'est un wallet qui est sur Liquid, mais qui permet de faire des atomic swap sur Lightning. Et donc, on peut envoyer du BTC D'accord. depuis Liquid via Lightning directement. Et donc Lightning pourrait servir soit de vraiment portefeuille non custodial pour une personne qui a les capacités de faire tourner un nœud parce que c'est quand même très complexe. Mais ça peut aussi juste servir de transition d'une transaction d'une personne à une autre. Et donc c'est très intéressant. Donc Liquid c'est très centralisé, similaire à Solana comme je disais, mais Ouais, c'est une dans, blockchain annexe. Ouais. c'est ça. Mais donc c'est une sidechain. Mais dans un futur où on a des layers 2 de Bitcoin, donc tu parlais de RGB ou comment dire, ou BitVM, Des roll-up, ouais, tout ce qu'on a etc., là des en fait, rollups, hein. et ben on pourrait avoir des liens comme ça qui se créent grâce à Lightning. Et ce serait plus efficace, quoi, plus efficient. Donc ça c'est pour Lightning. Ok. Alors juste, avant que tu enchaînes, pour que Vas-y. tout le monde comprenne bien les différences entre sidechain, roll-up, etc. Une sidechain, c'est une blockchain à part. Hein, en fait, c'est une blockchain à part. Par exemple, Solana, et ça a son propre réseau, etc. N'a aucun lien avec Bitcoin. Tandis qu'un roll-up, dans l'idée, c'est qu'on a une blockchain en surcouche qui vient hériter de la sécurité ou d'informations d'une blockchain en sous-couche comme Bitcoin. Par exemple, Lightning Network, c'est pas une blockchain, donc c'est pas un roll-up, c'est pas une sidechain, mais on dit que c'est un layer 2 parce que pour ouvrir un canal sur Lightning Network, on vient quand même créer une transaction sur Bitcoin d'entrée, et pour fermer un canal Lightning, on vient créer une transaction de fermeture de canal sur Bitcoin. Donc il y a des choses qui se passent sur Bitcoin. Donc bien comprendre ces concepts de sidechain, roll-up, etc. Et en réalité, il n'y a pas de vrai roll-up sur Bitcoin à un instant T. On est quand même sur du bricolage parce que Bitcoin n'a pas été designé pour ça, mais il y a des travaux qui sont faits, notamment BitVM, pour se préparer à de vrais roll-up. Donc dans l'idée, on aimerait réactiver des anciennes fonctions de Bitcoin. On vous en a peut-être déjà parlé. Ça s'appelle OP4. On a d'ailleurs une vidéo qui arrive bientôt sur le sujet sur Coin Academy. OP4, c'était une fonction qui existait au lancement de Bitcoin, mais qui a été désactivée ensuite par peur que ça crée des bugs sur Bitcoin ou des potentielles failles pour attaquer le réseau Bitcoin. À l'époque, ça a été fait à la va-vite. Aujourd'hui, si on le relançait, il devrait normalement pas y avoir de bugs, mais on prend quand même beaucoup de temps, comme à chaque fois sur Bitcoin, pour être sûr et absolument sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et donc, en réactivant OP4, on pourrait avoir des vrais ZK Rollup, ou je dirais plutôt validité Rollup sur Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on a des travaux comme BitVM ou Starknet qui vont le permettre. Voilà. Ouais, BitVM c'est déjà utilisable, mais c'est vrai que, enfin c'est déjà faisable sur Bitcoin, Ouais, même si mais dans donc une V1 bricolage. ouais, mais c'est quand même déjà faisable. Donc potentiellement que je crois que Citria notamment, qui est un des roll-up qui devrait arriver, devrait se lancer début 2025, si je me trompe pas. Ouais. Et donc ça arrive, ça prend encore un peu de temps, mais c'est faisable encore. Et c'est vrai qu'Opcat ou d'autres propositions d'Opcode et Covenants. Covenants, heu,
et encore, qui sont encore en discussion, pourraient grandement améliorer tout ça. Mais le problème, c'est que ça apporte plein de risques supplémentaires et plein de choses en fait auxquelles on n'aurait pas pu penser. Donc, pour moi, c'est pas forcément. C'est une solution intéressante. C'est vrai que ça pourrait permettre d'apporter de l'Ethereum, des smart contracts d'Ethereum de l'EVM sur Bitcoin. Mais la narrative de Bitcoin, c'est quand même d'abord on répare la monnaie, fix the money first, et ensuite on voit pour la DeFi, etc. Donc pour moi, c'est pas une urgence d'avoir de l'EVM sur Bitcoin, même si ça pourrait quand même aussi pas mal utiliser à créer des rollups dédiés au paiement, comme on peut avoir du stablecoin ou autre. Ouais, et c'est important de le comprendre parce que il y a pas mal de pro-Bitcoin qui sont opposés au fait de faire évoluer Bitcoin. En fait, pour eux, il n'y a pas besoin de faire évoluer Bitcoin. Bitcoin tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, c'est ce qui définit Bitcoin en tant que monnaie, en tant que système de paiement, en tant que réserve de valeur, ou même réseau de disponibilité de monnaie, de données rares, parce que vous l'avez vu, hein, il y a des actifs de type NFT, jetons fongibles, etc., qui sont faits sur Bitcoin. Et si ces actifs sont considérés comme rares, c'est parce que justement l'espace de bloc de Bitcoin, il est rare et il coûte cher. Et c'est ce qui définit du coup la valeur sous-jacente de toutes ces choses-là. Si on commence à bricoler trop Bitcoin, il pourrait être dénaturé et au final, ça pourrait devenir contre-productif pour l'idée qu'on se fait de Bitcoin, donc son prix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats qui sont faits à ce sujet-là. Il n'y a pas que le sujet purement sécurité ou technique, il y a vraiment le côté idéologique aussi. Et peut-être avant d'aller sur d'autres L2, je vois dans le chat, ils demandent sur Stacks. Stacks qui est une sidechain et pas un L2, Ouais. et surtout qui fonctionne avec un POX, donc c'est Proof of Transfer, je crois. Et donc c'est une sorte de Proof of Stake revisité qui se reprend les mêmes problèmes qu'on a mentionnés juste avant et qui est bien pour faire du Ethereum-like, mais pour moi qui n'est pas vraiment pertinent. Surtout qu'il y a un autre token. Sidechain, hein. En fait, à partir du moment où il y a quelque chose d'autre sur Bitcoin qui utilise un autre token, par exemple le STX, bah pour moi c'est un gros red flag et il faut vraiment éviter. Ok, et parce que note bien comme sidechain. Juste pour conclure Encore chain. Okay. Encore. sur Stacks, il y a 5% de la token, de la supply initiale qui ont été alloués aux fondateurs directement, pas à la team. C'est-à-dire il y a la team, il y a les VC, il y a un peu tout le monde, et il y a 5%, c'est le fondateur. D'accord. Puis Angel, Pre-Seed, Seed, Serie A, Private Token Sale, stratégique, ICO. C'est une petite VC chain. Ensuite, niveau... on a parlé de Liquid que je trouve très intéressant, mais qui est centralisé. Il y a Bitcoin RGB aussi, je sais pas si tu maîtrises bien le sujet. RGB, ouais, j'ai fait un article sur le sujet, et je suis en contact avec les devs, et il y a de l'actu qui sort très bientôt, si toi ça t'intéresse. Ouais. RGB, donc ce qui est bien, c'est que ça n'utilise pas de blockchain. Donc c'est un graphe acyclique dirigé, je crois. Donc un DAG en gros. Ouais. Et qui repose principalement sur la notion de validation côté client. C'est-à-dire que toutes les personnes, tous les utilisateurs valident ses propres assets et le passé de ces contrats et de ces actifs. Donc, ça veut dire, admettons que vous recevez de l'USDT, vous allez le recevoir et vous allez pouvoir vérifier de vous-même que que vos USDT ont bien été émis par Tether, par exemple, qui viennent bien de la genèse. Et donc, ça vous permet, vous, d'être sûr que vous ne vous faites pas avoir, parce que vous allez bien vous êtes sûr que ça vient bien de l'origine et que c'est le bon émetteur qui le fait, donc que c'est un actif valide. Mais en même temps, ça permet d'être très scalable parce que tout le réseau n'a pas à confirmer vos transactions. Et donc, par exemple, si Capay achète de l'USDT je sais pas, à 21 rue des Satoshi qui est dans le chat, et moi je le verrai pas parce que la transaction elle est entre eux deux, et donc Capay il verra l'historique des transactions, ce que 21 rue des Satoshi a fait avec, mais moi je pourrais pas voir ce qui se passe parce que je n'ai pas accès à ces informations. Et donc c'est une autre structure complètement différente qui n'utilise pas de blockchain et qui permettrait à Bitcoin d'être très scalable, non pas en termes de transactions, en termes de transactions, parce que ça peut aussi fonctionner en L3 au-dessus de Lightning, donc avec Bitcoin, Lightning, RGB, mais surtout en termes de calcul. Je donne quelques chiffres dans mon article. Il me semble que c'est genre dans une transaction, on pourrait intégrer toute la blockchain Ethereum dans Bitcoin grâce à une transaction RGB.
Donc niveau, scalabilité, c'est, assez énorme et donc il y a plein de choses qui peuvent se développer, enfin qui sont déjà en développement d'ailleurs, des identités décentralisées, des smart contracts, du stablecoin. Ils sont notamment pas mal, financés par, Tether, directement, depuis plusieurs années et donc voilà, je vais pas te donner trop de détails. Ok. Mais il y a de la news, qui arrive, fin d'année. Et donc, pour terminer, le projet de Starkware, après, je pense qu'on clôturera là-dessus, comme ça fait une belle émission. Pour refaire des émissions avec grand plaisir, c'est que j'ai pas envie que la rediff, elle mette 10 ans et que. Voilà, j'ai envie que les gens écoutent parce qu'on a vraiment dit des trucs hyper intéressants. Qu'est-ce qu'on pense du projet Starkware? Bah écoutez, vous parlez de Starkware sur Bitcoin, en fait. Faut savoir qu'il y a tout un sujet politique, d'une part. C'est que Starkware, bon, pendant longtemps, elle se disait pro-Ether. Et puis, ils ont commencé à dire, bon, on sera potentiellement des Layer 2 et Layer 3 d'Ether et de Bitcoin, mais en réalité, ils sont pro-crypto. Et moi, ce que je vois, c'est que Abdel, par exemple, redevient de plus en plus Bitcoin maxi. Depuis, je ne vais pas parler en son nom, hein, bien sûr, hein, mais depuis que Ethereum est passé en Proof of Stake et qu'il voit ce qui se passe avec un nombre incalculable de Layer 2 qui font même pas le minimum des efforts pour décentraliser leur réseau de séquenceurs, etc., il revient un petit peu aux bases. Et donc, je pense que Starkware va apporter beaucoup à Bitcoin s'il y a OP4 ou un autre Covenant qui se propage. Alors, je suis pas, je suis pas le crack absolu de tout ce qui se fait en termes de technologie ZK pour faire des validity roll-up. Ce que je sais, c'est que Starkware font partie des meilleurs. On a également Polygon avec Polygon Maiden qui font un parfait concurrent. On entend aussi parler d'autres projets. On a Risk Zero notamment qui sont très chauds là-dedans. On a Succinct aussi, mais bon, Risk Zero, je pense que Bitcoin en l'état, il s'en bat un petit peu les couilles. On a Succinct, voilà. Voilà, tous ces projets-là, en fait, ils sont dans l'optimisation du code, de l'exécution, etc., pour pouvoir générer des preuves ZK le plus rapidement possible avec des PC de moins en moins puissants, parce qu'en fait, le problème jusque-là, c'est qu'il fallait une puissance de calcul phénoménale, mais il y a tellement de travaux qui sont faits que ça vient de mieux en mieux. Donc pour le moment, il n'y a que Starkware qui a un jeton de sortie. Starknet, il y a un jeton de sortie. Risk Zero, il n'y a pas encore. Affaire à suivre. Succinct, pas que je sache non plus. Et Polygon Maiden, ça reste Polygon, donc le jeton est déjà sorti. Donc vous pouvez regarder tout ça. Et puis que le meilleur gagne. Hein. Mais pour le moment, c'est Starkware qui a un petit peu le lead. Ouais, et donc, comme j'avais dit, la solution défendue par Abdel et Starkware est très intéressante, mais en fait, ça pose plein d'ouvertures, plein de problèmes qui pourraient se poser à Bitcoin directement, et même à Starkware, ça pourrait aussi les toucher directement. Donc, le principal problème, en fait, c'est que ça peut toucher à la fongibilité des BTC. Donc, la fongibilité, c'est tout simplement la capacité à échanger un BTC contre un autre. Parce qu'en fait, qu'ils soient tous représentés avec la même valeur aux yeux des gens. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, Opcat est un opcode qui pourrait permettre de créer ce qu'on appelle des covenants récursifs. Donc en gros, des covenants, c'est ajouter une condition de dépense à des BTC. Et la récursivité, c'est tout simplement le faire, mais de manière infinie. Et donc ça veut dire que si moi je fais passer mes BTC dans un covenant récursif qui dit tes BTC, tu peux les dépenser que en partie de 1000 Satoshi par exemple, et à l'infini, jusqu'à la fin de Bitcoin, pour toujours, on ne pourra plus dépenser ces BTC-là qu'en partie de 1000 Satoshi. Et donc, qui veut qui veut avoir du BTC en partie de 1000 Satoshi? Je pense personne, parce que tout le monde veut pouvoir les mélanger avec d'autres, les rééchanger, etc. À part peut-être les fans de l'Ordinals Theory, par exemple, qui pourraient créer un covenant Ordinals en mettant les Satoshi ultra rares dans des covenants spéciaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable, et peut-être qu'il y a des gens qui le trouveront sera intéressant, même si c'est discutable. Mais c'est surtout, en fait, ça pose plein de problèmes, et notamment au niveau de la censure, où en fait, on veut les scinder, comme dit de Satoshi. Et donc ça pose pas mal de problèmes au niveau de la censure, parce que, admettons, on a un gouvernement des États-Unis ou européen, ou peu importe, qui devient un peu trop restrictif et qui vient dire en fait, moi maintenant, je veux que tous les BTC qui passent par les exchanges, ils passent dans le covenant OFAC compliant ou Union européenne compliant. Ouais. Et à ce moment-là, on pourra plus ressortir de ça. Donc c'est un très gros souci, même s'il y a on peut répondre à ça que c'est déjà faisable, notamment via du multisig, par exemple, où on peut forcer par exemple Binance à garder une clé d'un multisig et vérifier à qui est-ce que la transaction va, et à chaque fois valider des transactions qui sont
enfin comment dire, qui envoie vers une adresse qui est gérée ou contrôlée par une autre plateforme, une autre institution régulée. Et donc, ce serait assez catastrophique pour la. Enfin, donc ça, c'est la façon avec les. Un des points noirs. On pourrait le faire déjà avec les multisites, comme je disais. Désolé, je me suis un peu perdu. Mais ouais, donc avec les Opcat, ce serait plus facilement faisable, même si ça augmente la taille des transactions. Et donc. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Je sais pas si. En tout cas, on est pas mal. On est sur une émission d'1h30. Ça me fait très plaisir, en tout cas, d'avoir ce genre de discussion. Ça change. Et je pense que ça à refaire avec peut-être un guest supplémentaire qui est encore plus chaud pour que j'ai encore plus de matière sur la partie Bitcoin. En tout cas, il se passe des choses sur Bitcoin, on l'a vu, avec des L2 qui pourraient arriver, des vrais L2 potentiellement, des sujets politiques aussi. On a parlé du sujet énergétique, on a parlé plein de choses. Je mettrai en description le lien pour te suivre et voir tes articles sur Cryptost également. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'a pas été fait sur YouTube. Laissez un petit like, nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et merci encore une fois, Marius, de ta présence et on se dit à très vite. Merci, merci à toi encore une fois et sur une prochaine émission. Et merci le chat, du coup, passez une bonne journée, une bonne soirée, ciao tout le monde, pensez au like, pensez à vous abonner, commenter, ciao.